Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire une rapide présentation du Codeps 13, de ses missions et des services que vous proposez? Alors, le CODEPS 13, c'est un comité départemental d'éducation et de promotion de la santé, structure associative, hein, loi 1901. On fait partie d'un réseau régional, celui du CRES et des CODES en PACA, et d'un réseau national lié à notre fédération qui maintenant s'appelle la Fédération Promotion Santé, mais qui s'appelait la FNES, et qui dans les régions sont des structures régionalisées, contrairement en PACA où on a encore des structures départementales. Voilà. Mais on a tous les mêmes missions. Des missions, on est sur des structures ressources en éducation pour la santé, en prévention, en promotion de la santé, en santé publique. On vient en soutien des politiques publiques de santé, notamment des institutions comme l'ARS ou des collectivités locales qui déploient des programmations de santé publique et qui s'appuient sur nous pour les mettre en œuvre, entre guillemets. Mais on est surtout ressources pour les acteurs de première ligne et notre rôle, c'est à la fois de les outiller, mais aussi de les faire monter en compétences et donc de leur apporter de la formation et de l'accompagnement méthodologique quand ils en ont besoin pour les aider à monter des programmes ou des actions d'éducation pour la santé, de prévention, qui soient des actions de qualité, en tout cas qui répondent aux critères et aux attentes des financeurs et aux standards méthodologiques entre guillemets. Euh, Par ailleurs, on est également opérateur nous-mêmes de programmes de prévention où on intervient également en direction de la population, auprès du public. Donc on est à la fois une structure de back-office, entre guillemets, où on va accompagner les acteurs dans leur démarche de prévention, mais on peut aussi intervenir auprès du public. Voilà. Oui, et dans les différentes missions et activités du CODEPS, donc on a parlé de la formation, on a parlé de l'accompagnement méthodologique, on a parlé des animations qu'on pouvait mettre en œuvre auprès de la population, d'ateliers éducatifs en santé, mais je voulais aussi insister sur notre pôle ressources, hein, qui est présent ici dans nos locaux sur la place Castellane à Marseille, mais on a aussi une antenne à Martigues, au CIAS du pays de Martigues. Et on est en train de construire une autre antenne de ce pôle ressources à Salon de Provence. Ce pôle ressources, il a pour vocation d'outiller et documenter les acteurs de première ligne du champ de l'éducatif, de l'insertion, du sanitaire et social, des futurs professionnels aussi. Beaucoup d'étudiants viennent nous voir. Toute personne qui souhaiterait mettre en place une action de prévention, elle ne sait pas trop comment s'y prendre, elle n'a pas les outils, elle n'a pas le matériel de prévention, donc elle vient nous voir et on met à disposition, on a des centaines de références à la fois d'outils pédagogiques qui permettent d'animer des séances de prévention sur n'importe quel sujet, que ce soit la santé mentale, la santé nutritionnelle, la santé sexuelle, les addictions, etc. Et donc ça, c'est une vraie béquille pour pour les animateurs sur le terrain qui savent pas comment s'y prendre avec leur groupe et qui voudraient faire une intervention un peu ludique, interactive, vivante. Et donc, il existe plein de ressources ici chez nous qu'on met à disposition gratuitement en prêt. Hein, on leur prête deux ou trois semaines, on nous donne un chèque de caution qu'on leur restitue. Ça répond à un gros besoin d'outillage. Ensuite, on a du matériel de prévention qu'on met à disposition également, des brochures, des affiches, parfois aussi lors des grandes campagnes nationales comme Moi sans tabac, les kits d'aide à l'arrêt au sevrage tabagique, etc. Donc, on a comme ça un panel de ressources documentaires, bibliographiques, d'outils pédagogiques et de matériel de prévention. Et là, je vous invite à aller sur le site internet BIBBOP, B-I-B-B-O-P, et qui est en fait une base de données qui référence tout ce qu'on peut mettre à disposition ici, mais aussi dans le reste de la France. Et il suffit ensuite dans votre recherche avancée, de préciser la région dans laquelle vous êtes et le département, et ça vous sortira tout ce qu'on peut mettre à disposition de nos bénéficiaires. Donc voilà, cette activité, elle est gratuite parce que financée par l'ARS et par la ville de Marseille, donc il faut la faire connaître
et ne pas hésiter à nous solliciter sur le pôle ressources. Et donc votre champ d'intervention géographique, ce sont les Bouches-du-Rhône. Voilà, pour ce qui concerne le CODEPS des Bouches-du-Rhône, le CODEPS 13, mais on a notre équivalent dans le Var, dans le Vaucluse, dans tous les départements. Eux, ils s'appellent CODES. Très bien. Voilà. Et comment vous travaillez concrètement avec le CRES et l'ARS? Alors, l'ARS est le principal financeur. Je dirais que plus de 70% des budgets de notre structure émanent de l'ARS, soit en convention pluriannuelle, soit en annuelle. Donc, l'ARS nous attend sur certains programmes qui sont liés en fait au PRS, au programme régional de santé, et on doit se caler dans ces priorités régionales de santé publique. Le CRES est une structure qui a une vocation régionale, alors que nous on a une structure à vocation départementale. Le CRES a des missions assez proches des nôtres en termes d'ingénierie, de coordination, de programmes et de projets de santé publique. Le CRES, par contre, est peu ou pas présent en intervention directe auprès de la population. Le CRES va animer des programmes régionaux que nous déclinons dans nos départements. Donc, on a besoin parfois, pour qu'il y ait une cohérence et une homogénéisation, on va dire, des démarches et des pratiques, que le CRES puisse être à nos côtés pour animer nos différents comités départementaux sur des programmes régionaux, comme par exemple, il y a un programme historique depuis quelques années en PACA de prévention des risques auditifs ou extra-auditifs en direction des adolescents. Le CRES va coordonner et animer ce programme, et nous, on le met en musique auprès des publics. Voilà. Le CRES a une mission d'accompagnement aussi des institutions, en tout cas sur les politiques publiques. Donc on est en complémentarité entre nos deux instances. Il n'y a pas de lien de subordination entre le CRES et les comités pour l'instant. Mais voilà, ça reste une exception en France, puisque partout ailleurs, nos structures se sont régionalisées en une instance régionale unique. Donc, instance régionale unique avec un représentant ou dans une chaque personne qui département, travaille. il y a des délégations départementales. Donc ça s'appelait les IREPS, les instances régionales d'éducation et de promotion de la santé, qui viennent de changer de nom avec le changement de nom de notre fédération nationale. Maintenant, vous allez trouver Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes, Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, Promotion Santé Bretagne, Promotion Santé Guadeloupe, etc. Donc nous, on est encore l'exception qui confirme la règle en PACA, où on a encore un comité régional qui coordonne des actions régionales et des comités départementaux qui ont encore leur structure juridique. Je ne sais pas pour combien de temps ça durera, mais voilà. Et vous travaillez avec les autres CODES de la région, évidemment. Voilà, donc on se concerte sur des programmes régionaux, et l'ARS nous a demandé, là, dans les enjeux pour les années à venir, d'essayer de mettre l'effort justement sur une harmonisation de l'offre régionale. Et donc on est amené à de plus en plus travailler en concertation avec nos collègues des départements voisins pour harmoniser cette offre régionale. Et dans les programmes que vous déployez, d'après ce que je comprends, vous avez à la fois des programmes nationaux qui sont des priorités nationales de santé publique, oui. mais également des programmes spécifiques et adaptés à la population du département ou de la région. Oui. Un des exemples qui vous concerne en termes de thématiques de santé, c'est par exemple le déploiement des formations au repérage, à la prévention et à la prise en charge de la crise suicidaire. C'est un programme national qui a été élaboré au niveau national par le GEPS, le groupement d'études et de prévention du suicide, je crois. Ça a été fait à la DGS, au ministère, et c'est redéployé au niveau national. Et donc nous, on en a la coordination dans notre région PACA et dans nos départements. Très bien. Quelles sont les grosses priorités sur lesquelles vous travaillez en 2025, le CODEPS 13 ? Alors, 2025, c'est une année charnière, une année de transition où on a renégocié l'intégralité de notre activité financée par l'ARS sur de nouveaux formats, puisqu'on arrivait à la fin de conventions pluriannuelles d'objectifs et de financement. Et donc là, on va devoir aller sur des actions qui sont autour de la formation. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais on nous demande de massifier l'offre de formation.
et de l'homogénéiser au niveau régional, puisqu'on avait chacun nos initiatives dans les départements. On nous demande aussi de massifier notre capacité à faire de l'accompagnement méthodologique des acteurs de terrain, mais en orientant cet accompagnement vers des programmes ou des actions ou des manières de faire qui répondent aux standards méthodologiques, et notamment aussi d'aller plus vers les actions qui ont prouvé leur efficacité. Et donc ces notions de programmes probants, d'actions prometteuses, de programmes efficaces, dont Santé publique France en a fait un répertoire au niveau national. En tout cas, voilà, l'ARS attend de nous qu'on accompagne tous les opérateurs vers une montée en qualité, question de démarche qualité en fait, hein, pour éviter de financer des actions dont on ne sait pas si elles sont efficaces en matière de prévention, quoi. Et sur le plan des thématiques? Alors, nous, on est des généralistes de la prévention, hein, le CRES et les CODEPS, donc on peut être amené à travailler sur tous les sujets, que ce soit la santé mentale, la santé sexuelle, la santé nutritionnelle. On travaille de plus en plus au développement des compétences psychosociales, hein, qui sont pour nous, je dirais, un préalable à tout projet de prévention thématique ou populationnelle, parce que pour nous, les compétences psychosociales, il faut les travailler en amont le plus tôt possible dans l'existence. Et donc, on essaye de proposer à la fois des formations, à la fois des accompagnements méthodaux où on prenne en compte cette question de travailler les CPS auprès des publics. C'est quelque chose en tout cas qui devient de plus en plus prégnant dans nos priorités d'intervention. Et en tout cas, ça répond aussi à des directives interministérielles, hein, qui invitent à la fois l'éducation nationale, à la fois d'autres acteurs institutionnels à travailler cette question du développement des CPS chez les jeunes, chez les enfants et chez les adultes également. Sinon, on travaille beaucoup la question aussi des rythmes de vie, mes usages des écrans, la gestion du stress et des émotions. On va travailler les questions autour du sommeil, on va travailler les questions autour de l'activité physique, de l'alimentation. J'évoquais tout à l'heure un projet régional autour de la prévention des risques auditifs chez les jeunes. Travaille aussi des questions autour de la santé mentale, comme j'évoquais tout à l'heure. Justement, la santé mentale. Le dispositif national de prévention, de prise en charge et de repérage de la crise suicidaire. Donc ça, c'est un dispositif que l'ARS nous a confié et qui est protocolisé au niveau national et qui se décline sous la forme de 3 modules de formation distincts. Un module de formation sentinelle qui est destiné, je dirais, à tout acteur de première ligne qui sont en lien avec du public. On a également un deuxième module qui est un module d'intervention de crise et un troisième module qui est un module d'évaluation de la crise suicidaire. Donc ces 2 autres modules sont réservés plutôt à des soignants qui ont à prendre en charge des patients. Donc ces 3 modules, on les anime grâce à des formateurs qui sont formés par des formateurs nationaux, et donc on a un pool de formateurs régionaux et départementaux qui ensuite sont mobilisés par le CODEPS. C'est-à-dire que nous, alors ils sont tous cliniciens, ils ont tous une expérience clinique et ils vont travailler à faire monter en compétence ces différents profils de stagiaires que peuvent être soit des acteurs du médico-social, du social, de l'insertion, de l'éducatif, qui sont potentiellement en repérage d'une problématique de crise suicidaire éventuelle. Et donc, on va les appeler les sentinelles. Et puis, ils vont former également les cliniciens, les soignants, qui, eux, prennent en charge une fois que ça a été repéré. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, le dossier principal où on est mobilisé en termes de santé mentale.
L'ARS nous a demandé de faire évoluer ce dispositif en accompagnant ensuite les stagiaires des formations Sentinelle pour qu'ils deviennent un vrai réseau et qu'ils puissent bénéficier de temps d'analyse de pratique, de temps de supervision, de temps de regroupement en tout cas. Et en tout état de cause, quand on doit former des sentinelles, on doit les former dans une structure qui s'engage à pouvoir mettre en relation ces sentinelles ensuite avec les autres niveaux que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les personnes formées en intervention de crise, en évaluation de la crise suicidaire. Voilà. Pour pas que un sentinelle ne puisse pas avoir l'aval une fois qu'il a identifié un risque potentiel parmi un de ses bénéficiaires dans sa structure, ben qu'il ait une structure d'aval vers qui orienter ou vers qui se tourner. Ouais. Est-ce que vous êtes impliqué dans les projets territoriaux de santé mentale, les PTSM, et les conseils locaux de santé mentale, CLSM? Alors, tout récemment, l'ARS a confié au CODEPS 13 le portage du poste de coordinateur du PTSM dans les Bouches-du-Rhône. Mais depuis plusieurs années, cette mission a été confiée au CRES-PACA, qui a également une mission de coordination régionale des PTSM et de leur évaluation. Et puis, dans un souci d'homogénéisation avec ce qui se passe dans les autres départements, puisque c'est les CODES qui portent le poste de coordination départementale, tout récemment, on a opéré le transfert entre le CRES et le CODES. Donc, on a accueilli il y a quelques semaines, hein, c'est assez récent, Emmanuel Courtois, qui est le coordinateur pour les Bouches-du-Rhône du PTSM. Donc, il fait maintenant partie de notre équipe. Donc, effectivement, on va de facto être beaucoup plus impliqué que par le passé dans PTSM. Par ailleurs, l'ARS nous a confié aussi l'animation d'un autre dispositif de santé publique qui s'appelle le Conseil territorial en santé, le CTS. Il y a un CTS dans chaque département. C'est une instance de démocratie sanitaire en fait, l'équivalent dans les départements de la CRSA en région. Et ce conseil territorial de santé qui est saisi régulièrement par l'ARS pour qu'il donne un avis consultatif sur soit des priorités de santé publique, soit par exemple, je sais pas moi, le zonage d'implantation de telle profession de santé réglementée, etc., etc. Ce conseil territorial de santé, il est constitué à la fois de soignants, d'élus, d'acteurs citoyens et de représentants d'usagers. Il y a 3 commissions, et ces 3 commissions, on les anime également. Une commission prévention, une commission représentant des usagers et une commission santé mentale, justement. Et donc, on anime là aussi la commission santé mentale qui est présidée par un médecin psychiatre de l'hôpital Montperrin. Très bien. Sur les CLSM, pour l'instant, on était très peu présents, mais assez récemment, l'ARS vient de nous confier une mission d'accompagnement des dynamiques territoriales de santé en général. Et dans les dynamiques territoriales de santé, on y met différents dispositifs ou différentes structures, comme par exemple les conseils locaux de santé, les CLS. Dans les Bouches-du-Rhône, il y a eu un certain retard dans la création, le développement de ces CLS. On avait la ville de Marseille, la ville de Martigues, il y en avait. Et là, depuis quelque temps, il y a d'autres municipalités qui se lancent dans l'aventure, Aix-en-Provence ou d'autres, Arles, etc. Et l'ARS nous a demandé d'être en capacité de pouvoir les accompagner. Et dans ces conseils locaux de santé, il y aura forcément aussi des volets santé mentale qui vont être travaillés. Et puis des CLSM éventuellement aussi qui vont se constituer. Donc ça fait partie des enjeux là 2025-2026 pour nous d'aller accompagner d'éventuelles coordinations locales de santé mentale si elles en ont besoin. Un accompagnement qui se veut surtout un accompagnement méthodologique et puis leur apporter des ressources documentaires, bibliographiques, etc. également. Alors,
Quels sont les défis auxquels on est confronté en matière de santé mentale dans les Bouches-du-Rhône, hein? Est-ce qu'il y a des choses saillantes qui ressortent du diagnostic territorial? Nous, ce qu'on constate en matière de santé mentale dans les enjeux actuels, c'est une aggravation de la situation de la santé mentale des habitants du département, notamment depuis la crise sanitaire Covid, et notamment chez les jeunes. On constate également toujours une présence préoccupante des conduites addictives ou des addictions, que ce soit chez les jeunes ou chez les moins jeunes, et avec toutes les problématiques de santé à la fois mentale et somatique que ça occasionne derrière. En matière de santé mentale, pour nous, la santé mentale, elle impacte aussi d'autres thématiques de santé. En tout cas, soit elle l'impacte, soit elle en est la résultante, c'est-à-dire que des personnes qui sont en maladie chronique, avec des diagnostics potentiellement graves, ben, va falloir avoir aussi une préoccupation en matière de prise en charge en termes de santé mentale, à l'annonce d'un diagnostic ou à l'accompagnement de thérapeutiques parfois lourdes. Et en matière de santé mentale, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, pour nous, la mère de toutes les préventions, c'est le développement des compétences psychosociales. Et pour nous, toutes ces compétences psychosociales qui sont à la fois des compétences émotionnelles, mais aussi des compétences relationnelles et des compétences cognitives, des compétences psychologiques, elles ont besoin d'être développées dès le plus jeune âge, avec aussi un accompagnement à la parentalité, etc. Et donc, il y a des vrais enjeux que la France a mis du temps à intégrer dans ses politiques publiques, contrairement à d'autres pays européens ou anglo-saxons. Et là, ça commence vraiment à se développer avec des budgets soutenant des initiatives et des programmes qui font travailler le développement des compétences psychosociales. Donc là, il y a un vrai enjeu à ce que tout le monde se saisisse de ce travail autour des compétences psychosociales qui peuvent, quand elles sont individuellement et collectivement fortement développées, être une vraie arme dans la vie pour essayer de faire des choix adaptés à une meilleure santé.